Pour vraiment comprendre le combat de solitude, il faut connaître l'histoire d'avant. C'est une histoire tragique qu'on oublie souvent, mais c'est elle qui a créé le monde dans lequel Solitude a vécu et s'est battue. Allez, on explore ça ensemble. Alors on va remonter le temps, loin, loin en arrière, bien avant l'histoire de Solitude, avant l'arrivée des colons européens et des Africains qu'ils ont déportés. Qui est-ce qui vivait sur ces îles? La question a l'air simple, mais la réponse est super importante. Est-ce que ces terres étaient vraiment vides? Eh bien non, pas du tout. Loin, mais alors très loin, d'être des îles désertes, les Caraïbes de 1492, c'était un monde qui grouillait de vie. On parle de millions de personnes qui avaient leur propre société, leur culture, leurs histoires. Donc l'idée que Christophe Colomb a découvert une terre vide, eh bien c'est complètement faux. C'était un monde déjà bien habité. Alors, qui étaient ces peuples, justement? Bon, pour simplifier, on distingue surtout deux grands groupes. Dans les grandes îles, comme Haïti ou Cuba, on trouvait les Taïnos. C'était un peuple d'agriculteurs, d'artisans. Et puis, dans les petites îles, comme la Guadeloupe, l'île de Solitude, il y avait les Kalinago. Eux, c'étaient de formidables navigateurs, ils connaissaient l'archipel comme leur poche. Et le plus fou, c'est que leur héritage est encore vivant aujourd'hui. On l'utilise tous les jours dans les mots qu'on emploie. Des mots comme hamac, ouragan ou même barbecue. Eh oui, tout ça, ça vient directement de la langue des Taïnos. C'est la preuve que, même si leur monde a été anéanti, leur culture a laissé des traces vraiment profondes. Mais ce monde est sur le point de basculer dans l'horreur, et à une vitesse inimaginable. En l'espace de 50 ans, à peine 2 générations, tout cet univers va être presque rayé de la carte. La question, elle fait froid dans le dos. Comment est-ce qu'un peuple entier peut disparaître aussi vite? Accrochez-vous bien, parce que les chiffres qui vont suivre, ils donnent le vertige. On va prendre l'exemple de l'île d'Haïti. En 1492, juste avant l'arrivée de Colomb, on estime qu'il y avait plus de 300 000 Taïnos. C'était une société riche, florissante, bien installée. Maintenant, regardez bien ce chiffre. 22 ans plus tard, à peine, en 1514, ils ne sont plus que 32 000. C'est un effondrement de presque 90% de la population, en moins d'une génération. La rapidité du désastre est... Voilà, c'est presque impossible à imaginer. Et ce n'est pas tout. En 1548, moins de 60 ans après le premier contact, il reste moins de 500 Taïnos sur toute l'île. Je répète, de 300 000 à moins de 500. C'est une quasi-extermination. Mais comment? Comment est-ce qu'une chose pareille a pu arriver? Pour expliquer cette catastrophe, les historiens parlent souvent d'une combinaison de 3 armes mortelles. 3 facteurs qui, ensemble, ont créé une sorte de tempête parfaite qui a tout dévasté sur son passage. La première arme, est sans doute la plus dévastatrice, elle est invisible. Ce sont les microbes. Les Européens débarquent avec des maladies comme la variole, la grippe, des maladies totalement inconnues dans les Amériques. Les corps des peuples autochtones n'ont absolument aucune défense contre ça. C'est un choc biologique terrible. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, imaginez une classe de 30 élèves. Un taux de mortalité de 90%, ça voudrait dire que sur les 30, seuls 3 survivraient à la fin de l'année. Voilà l'ampleur du drame humain qui s'est joué à ce moment-là. La deuxième arme, elle, est économique et sociale. Les Espagnols sont obsédés par l'or. Ils mettent en place un système de travail forcé qu'on appelle l'encomienda. En gros, les hommes sont envoyés dans les mines où ils meurent d'épuisement. Et pendant ce temps-là, plus personne ne cultive les champs, ce qui provoque des famines terribles. Et enfin, la troisième arme, c'est la violence militaire pure et simple. Chaque tentative de révolte est écrasée dans le sang. Les Taïnous, avec leurs arcs et leurs lances, ne peuvent rien faire contre les armures en métal, les fusils, les chevaux et même les chiens de guerre des Espagnols. Le déséquilibre des forces est total. Mais attention, tous les peuples ne se sont pas effondrés aussi vite. Dans les petites îles, les Kalinago sont menés une résistance, mais une résistance féroce, acharnée. Leur histoire, c'est celle d'un combat qui a duré plus de 150 ans. Pendant un siècle et demi, ils se sont battus contre les colons français et anglais qui voulaient leurs terres pour y planter de la canne à sucre. Mais la pression militaire était juste trop forte. Après des guerres, des massacres, les survivants ont finalement été expulsés et confinés sur seulement 2 petites îles. Et c'est là qu'on arrive au point crucial de notre histoire. L'extermination des peuples autochtones, ce n'est pas juste un chapitre isolé. C'est la cause directe, le point de départ de la tragédie suivante, celle que Solitude a vécue, l'esclavage des Africains. Donc à la fin de tout ça, les colons européens se retrouvent face à une situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils ont les terres, parfait. Ils veulent y planter de la canne à sucre pour devenir riches, mais il n'y a plus personne pour travailler. Ils ont éliminé la main-d'œuvre locale. La question pour eux, elle devient très simple, presque purement économique. Alors, qui va travailler?
Qui va aller dans ces champs de canne à sucre pour les rendre riches? Qui va remplacer tous ces gens qu'ils viennent d'exterminer? Et la solution qu'ils vont trouver, c'est un autre crime contre l'humanité, la traite négrière transatlantique. Ils vont organiser la déportation de millions d'Africains, les arracher à leurs terres pour les réduire en esclavage et les forcer à travailler dans les plantations. Le vide laissé par un génocide est rempli par un système esclavagiste. Ce point-là, il est fondamental. Il ne faut surtout pas voir ces deux événements comme deux histoires séparées. C'est une seule et même logique. Une logique de colonisation, d'exploitation. L'un est la conséquence directe de l'autre. Le système que Solitude va combattre, il est né sur les cendres des peuples autochtones. Mais alors, est-ce que cette histoire se termine par une disparition totale? Eh bien non. Malgré cette catastrophe absolue, l'héritage des premiers peuples des Caraïbes est toujours vivant aujourd'hui. Le contraste entre hier et aujourd'hui est saisissant, c'est le mot. D'une population de plusieurs millions de personnes, on est passé à quelques communautés et à un héritage culturel. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les Caraïbes revendiquent fièrement leurs origines taïno. Et sur l'île de la Dominique, il y a encore une communauté d'environ 3000 Kalinagos qui continue de vivre et de préserver ses traditions. Alors, au final, pourquoi c'est si important de connaître cette histoire? D'abord, simplement pour respecter la vérité historique. L'histoire des Caraïbes ne commence pas avec Christophe Colomb ou avec l'esclavage. Ensuite, pour comprendre que le système que Solitude a combattu n'est pas sorti de nulle part. Il est la conséquence directe d'un autre crime. Et enfin, bien sûr, pour le devoir de mémoire. Pour ne jamais oublier un crime contre l'humanité. On peut donc se poser cette question pour finir. Le simple fait de se souvenir, de refuser d'oublier ces peuples, leur vie, leur culture, leur extermination, est-ce que ce n'est pas déjà en soi un acte de résistance, un acte qui redonne leur place dans l'histoire à ceux qu'on a voulu effacer pour toujours? C'est une pensée à garder en tête en continuant la lecture de l'histoire de Solitude.